Ces sorties médiatiques n'ont pas cessé de se multiplier comme autant de perles décrivant un chapelet de revendications qu'elle égrène en rangeant son frein. Une seule constante dans sa marque de fabrique, le respect de la souveraineté des peuples qui passe par la prise en compte de l'expression de leur vote et la promotion de la bonne gouvernance. Son objectif principal pour donner du sens à son passage sur Terre, confie-t-elle, c'est de contribuer à sa manière à l'amélioration puis à la consolidation des conditions de vie de ses concitoyens. Docteur en didactique des sciences et experte en genre et développement, elle a cette conviction évidente que la Terre est sous la responsabilité des humains et donc que ce qu'on y observe depuis plusieurs centaines d'années est le résultat des choix conscients de l'homme. Pourfendeuse du désespoir, de la pauvreté et du mal-être des populations, elle appelle l'humanité à s'unir afin d'apporter les solutions idoines à ces catastrophes presque programmées. Chercheurs, pasteurs, leaders d'associations et leaders d'opinion, elle se révèle au microcosme politique gabonais en 2016 à la faveur de ses prises de position tranchées contre le régime en place et grâce à un dynamisme doublé d'un charisme oratoire indéniable. La répétition, voire le martèlement étant une seconde nature pour cette enseignante de formation, elle ne s'embarrasse pas de restrictions pour s'assurer que son message est bien passé. Son message, vous allez le voir, ne souffre d'aucune ambiguïté. Petite ombre au tableau, l'activiste qui se pique de défendre les droits de l'homme est toujours l'objet de critiques acerbes pour sa participation au sommet de Sochi en octobre dernier. Duplicité ou objectivité, nous le verrons au long de cette émission politique. Voici Carnot Politis avec Laurence Ndong. Madame Laurence Ndong, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Atomo Mengue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à plus de 6000 km de nous. Nous sommes en vidéoconférence pour discuter pendant à peu près 52 minutes des questions essentielles dans la politique, l'économie et le social de notre pays. Mais pour commencer, il y a quelques jours, un nouveau gouvernement a été nommé dans le pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination d'une femme à la tête du gouvernement gabonais? Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, d'entrer dans le vif du sujet de notre entretien, de rappeler que depuis le 12 janvier 2020, il y a un enfant de 3 ans du nom de Rinaldi Abagangwa qui a disparu dans le nord du Gabon près de Bitam. Ses parents, ses proches l'attendent toujours. Et donc, il est important que nous ne l'oublions pas et que nous rappelions à cette justice qu'elle a des devoirs, et notamment celui de faire la lumière sur cette disparition et sur toutes les autres affaires semblables. Je veux aussi rappeler que malheureusement, dans notre pays, le Gabon, il y a des prisonniers politiques. Je pense à Bertrand Zibia-Bégué, je pense à Pascal Oyougou, Bala Kobam, Amoel Mwendembina, pour ne citer que ceux-là dont je connais les noms. Mais je sais qu'il y a aussi de nombreux jeunes qui ont été arrêtés lors de manifestations pacifiques et qui demeurent dans les geôles de ce régime dans l'indifférence la plus absolue. Et je veux aussi rappeler qu'il y a un informaticien ivoirien, Yeo Shifoa, qui est aussi injustement retenu dans les geôles de ce régime depuis bientôt 4 ans. Pour revenir à votre question, le Gabon est dans une crise structurelle et multidimensionnelle depuis une décennie. Et en 10 ans, cette crise structurelle et multidimensionnelle, il est évident qu'elle trouve son fondement dans l'imposture et la forfaiture permanente du régime dictatorial au pouvoir dans notre pays. Sur cette base, à partir du moment où un régime s'impose à une population, n'a pas été élu, n'a pas gagné les élections, ils peuvent mettre tous les gouvernements qu'ils veulent. Cela ne changera absolument rien à la situation du pays.
Nous avons vu que ce régime, en 10 ans, a changé 6 premiers ministres, dont 4 ces 6 dernières années. Ce qui veut dire qu'il change en moyenne de premier ministre presque tous les ans. Celui qui a été remplacé était en poste depuis janvier 2019, quasiment 1 an et demi. Tout ceci est un signe d'instabilité parce qu'ils ne veulent pas répondre aux véritables problèmes du pays qui est simplement leur présence au pouvoir. Alors tant qu'ils seront illégitimement au pouvoir, ils peuvent nommer autant de premiers ministres qu'ils veulent, ça ne changera rien. Mettre une femme à ce poste-là, c'est encore une fois de la poudre aux yeux, parce que tant qu'elle sert un régime inique, tant qu'elle sert une dictature, et qu'elle ne répondra pas aux besoins des populations. Donc, c'est de la diversion. Non, mais vous ne pouvez pas, Madame Dong, vous ne pouvez pas présumer, vous ne pouvez pas présumer, vous ne pouvez pas présager de ce qu'elle pourra faire dans les mois, les semaines à venir. Elle a été nommée dans le cadre d'une situation économique assez instable, vous l'avez fait remarquer. Elle a des atouts d'économiste selon ce que les responsables du pays ont dit. Ce sont ces atouts-là qui ont présidé à son choix. Donc on suppose qu'on aura des choses qui pourraient changer avec Madame Osuka à la tête du gouvernement. Est-elle plus économiste que M. Raymond Donsima? Peut-être bien, puisqu'elle est là. On aurait pu appeler Raymond Donsima, on aurait pu le rappeler. Elle n'est pas une inconnue. Quel est son bilan? Elle a été ministre du budget. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que c'est un système qui est en place. Et tous ceux qui servent ce système servent les intérêts d'un régime et pas les intérêts du peuple gabonais. Et être une femme n'y changera rien. Elle a été ministre du budget. Quel a été son bilan? Elle a été 5 ans à la mairie de Libreville. Signalons quand même que quand elle quitte la mairie de Libreville, Libreville est l'une des villes les plus sales au monde. Et excusez-moi, on est plus près des populations en tant que maire qu'en tant que Premier ministre. Si en tant que maire, elle n'a pas révolutionné la ville de Libreville en 5 ans, permettez-nous d'avoir des doutes certains sur sa capacité à gérer quoi que ce soit. Le doute est possible, Madame Dong. Mais je pense qu'on juge le maçon au pied du mur. Je pense qu'on juge le maçon au pied du mur. Elle n'a que 5-6 jours, une semaine de magistère. Attendons de voir. Elle a 5-6 jours de magistère en tant que Premier ministre, mais elle a un bilan en tant que maire de Libreville. Et donc, lorsque quelqu'un a eu un bilan aussi désastreux à la mairie de Libreville, je vous dis, permettez-nous de douter de sa capacité à changer quoi que ce soit. D'autant plus qu'au Gabon, nous savons, vous avez lu la dernière constitution qu'ils ont modifiée en 2018. Le Gabon est un régime hyper présidentialiste. Le président de la République, selon cette constitution, a les pleins pouvoirs. Le Premier ministre n'est qu'un exécutant de la volonté de ce président, celui qui fait office de président de la République. Et dans ce contexte, je vous l'ai dit, elle est le 6e Premier ministre en 10 ans. Et la situation économique, nous en parlerons, la situation sociale et politique du pays n'a fait que se dégrader pendant tout ce temps. Donc, tant qu'elle est sous la botte du même monsieur et qu'on change de Premier ministre, c'est certainement le président qu'il faut alors changer pour avoir des résultats. D'accord. Parce que avec le même président, en changeant un Premier ministre, les résultats empirent. Donc, ne nous faites pas croire que c'est simplement parce qu'elle, c'est une femme que les choses vont changer. Et puis, au Gabon, nous avons une femme à la tête de la Cour constitutionnelle. Il y a une femme à la tête du Sénat. Une femme a déjà occupé la fonction de président de la République, même si c'était par intérim. Donc, nous n'allons pas particulièrement nous émouvoir qu'une femme soit Premier ministre. C'est comme si les femmes ont des compétences tellement moindres que quand elle est Premier ministre, ça doit être, on doit se réjouir simplement parce que c'est une femme. Non, je pense que les femmes sont compétentes, elles sont capables de faire les choses. Tout dépend de ce qu'elles servent, des intérêts qu'elles servent et du système qu'elles servent. Alors, et cette première ministre sert un régime dictatorial qui ne se soucie pas du bien-être des Gabonais et elle sera dans la logique
de ceux qui l'ont nommé. Elle l'a fait à la mairie de Libreville et nous n'en attendons rien en tant que alors Premier ministre. très bien. Une fois tout ça est dit, une fois avoir regardé la situation sous l'angle politique, sous l'angle de l'approche genre, vous n'êtes pas heureuse que vous êtes également défenseur des droits de l'homme, vous n'êtes pas heureuse de cette égalité qui ne fait que se confirmer entre les hommes et les femmes dans les sphères décisionnelles du pays? Non, il n'y a pas d'égalité. Je vais vous rappeler qu'en 1995, le Gabon a pris part à la 5e conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing. Et cette conférence mondiale sur les femmes de Beijing a été sanctionnée par une déclaration qui avait 12 points prioritaires. Et parmi les 12 points prioritaires de la conférence de Beijing en 1995, il y avait l'accès des femmes aux postes de prise de décision. Et la résolution de Beijing, je vous rappelle encore, 1995, donc ça fait 25 ans, disait que les pays signataires de cette résolution s'engageaient à tendre vers la parité. Donc, dans les 5 à 10 ans qui suivaient, il fallait qu'il y ait une parité parfaite au poste de prise de décision, donc 50% d'hommes et 50% de femmes. Et que pour démarrer en entendant d'atteindre la parité, ces pays devaient immédiatement avoir un minimum de 30% de femmes au poste de... Regardez le gouvernement de Mme Osuka, il y a 32 ministres et 11 femmes, 33 ministres, 11 femmes. On est à 30%. Donc, c'est très loin de la parité, c'est très loin des objectifs que le Gabon s'était engagé à atteindre en 1995. 25 ans plus tard, on est seulement à 30% des femmes au gouvernement. Et dans les postes de prise de décision dans le pays, c'est encore moins. Donc, on ne peut pas s'en réjouir en tant qu'experte en approchant. Là-dessus, le Gabon a pris un formidable retard, comme dans tous les autres secteurs. Donc, cette nomination, c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt. D'accord, très bien. Nous allons évoluer dans le débat, Madame Dong. Depuis quelques semaines, la course folle du coronavirus à travers le monde tend à se réfréner. On a l'impression que les choses s'améliorent de façon générale. Comment vous avez vécu cette épidémie, cette pandémie en France où vous vous trouvez, et quel regard avez-vous eu sur la gestion de cette situation dans votre pays, le Gabon? La France a géré la crise de la COVID-19 avec les moyens qui sont les siens. On a vu en France un début de tâtonnement, puisqu'au début, ils n'y croyaient pas. Mais malgré cela, la France a pris des mesures, notamment le confinement. On a vu la France se battre pour accroître le nombre de lits et de lits de réanimation disponibles. Avant la crise, ils en avaient 4 000. Et au plus fort de la crise, ils ont réussi à atteindre les plus de 15 000 lits de réanimation, parce qu'il faut savoir que la COVID-19, c'est une maladie qui atteint notamment les voies respiratoires, et donc sur 100 patients, il y en a 15 qui vont faire les symptômes, donc il y en a 85 qui sont asymptomatiques. Ça, ce sont les données épidémiologiques. 15 qui vont faire les symptômes, et parmi les 15, il y en a 5 qui vont faire la forme grave, qui nécessite donc une assistance respiratoire. Donc, la priorité était donc de pouvoir mettre à disposition des lits de réanimation et des respirateurs artificiels. Donc, on a vu la France se battre pour cela. On a vu la France également mettre les moyens pour transporter des malades. C'était émouvant de voir que l'on pouvait déplacer un hélicoptère, tout un avion, pour juste envoyer un patient être soigné au Luxembourg, un patient être soigné en Allemagne, et que ce patient n'était pas un leader politique, n'était pas responsable de la classe politique, mais un citoyen lambda dont il fallait absolument sauver la vie. On a vu la France prendre des mesures de confinement. Mais qu'en est-il du Gabon? Nous avons vu le responsable de la junte au pouvoir venir balbutier et affabuler à la face du monde que le Gabon était prêt à gérer la crise de la COVID-19, alors même qu'en situation normale, les hôpitaux et tous les autres services publics sont en lambeaux du fait de la gestion hasardeuse et périlleuse des ennemis de la République. Le désastre sanitaire était inévitable. Il était prévisible et inévitable en situation de crise. Mais qu'est-ce que vous entendez par désastre? Qu'entendez-vous par désastre sanitaire, Madame Dong, vu que jusqu'à présent, nous n'avons enregistré officiellement qu'une cinquantaine de décès, malheureusement, qu'on enregistre à peu près 6 000 ou 7 000 cas, avec
4 000 ou 5 000 cas de guérison. Qu'est-ce que vous entendez par catastrophe sanitaire? Nos hôpitaux manquent de tout. C'est quelques décès que vous énumérez. Déjà, les chiffres du Gabon sont à prendre avec des pincettes. Ils sont à prendre avec des pincettes parce que ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout suivis. Pourquoi je parle de désastre? Donc, parmi ces personnes qui meurent, vous savez très bien, je vais vous poser la question, il y a combien de lits de réanimation au Gabon? Le COPIL n'a jamais communiqué là-dessus. Ils avaient parlé de 100 lits qui arriveraient, on n'en sait toujours absolument rien. Les morts au Gabon, ce sont des morts qui auraient pu être évitées si on avait eu d'autres conditions sanitaires. Parce que nos hôpitaux manquent de tout, du matériel le plus élémentaire, que ce soit les compresses, les thermomètres, les tensiomètres. À l'hôpital général, le centre hospitalier universitaire de Libreville, comme ils l'appellent pompeusement, il y a un problème de dioxygène. Or, les malades de COVID-19 doivent être mis sous oxygène, ils doivent être intubés. Jusqu'à présent, cet hôpital, qui est un hôpital de référence COVID-19, présente un déficit en dioxygène. Ce n'est pas seulement le dioxygène qui manque, mais c'est aussi le mécanisme qui apporte le dioxygène dans les chambres qui est en panne depuis des années. Et donc, les morts que nous avons au Gabon systématiquement, dès qu'une personne a besoin d'être intubée ou a besoin d'assistance respiratoire, nous sommes à peu près sûrs qu'elle va décéder, alors que ce sont des personnes qu'on aurait pu sauver. Alors, vous me demandez comment la crise a été gérée de façon générale. Mais on va quand même remarquer que, de façon générale, d'accord, à la crise sanitaire, ce régime qui est assis sur la violence nous a proposé une réponse sécuritaire. Un texte censé porter sur la gestion des crises sanitaires a été présenté au Parlement par le ministre de l'Intérieur. Et ce texte ne comportait que des interdictions, que des mesures d'interdiction et de restriction des libertés. Si nous parlons du confinement, vous avez voulu comparer avec la France. Évidemment, la France a décidé de confiner, le Gabon aussi a annoncé le confinement. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière au Gabon? Les mesures d'accompagnement ont été au mieux inopérantes, si ce n'est inexistantes. Ce qui a causé le chaos et qui a accru les difficultés des populations déjà mises à mal par le contexte socio-économique et politique, on ne peut plus délétère. Il faut quand même faire remarquer, la gestion de la fameuse et fumeuse banque alimentaire, c'est une parfaite illustration de ce chaos. Oui, oui, je disais qu'il faut quand même faire remarquer cette banque alimentaire. Les petits commerçants dont les activités ont été suspendues depuis le mois de mars attendent toujours l'effectivité des mesures d'accompagnement. Ils attendent toujours, tout comme les PME pour lesquelles ce régime s'était engagé à assurer l'accompagnement auprès des banques à hauteur de 225 milliards de francs CFA sans garantie de l'État. Vous comprenez que ce dispositif était une fumisterie parce que si en temps normal, ces PME ne sont pas solvables par les banques, ce n'est pas en temps de crise qu'elles le seront. Donc, en réalité, les entreprises, les PME ont été abandonnées à elles-mêmes et elles sont en faillite et au bord du gouffre pour la plupart d'entre elles. Alors, ok, très bien. Alors, très rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps pour cette première partie, vous avez commis une tribune au vitriol chez nos confrères de Gabon Review il y a quelques semaines sur la question de la gestion de l'eau potable au Gabon. Vous y expliquez que le peuple est délibérément privé d'eau potable par ses dirigeants. Madame, donc c'est très grave comme accusation. Permettez-moi de conclure sur la COVID-19 parce qu'il y a quand même eu des situations on ne peut plus incongrues pendant la gestion de cette crise. C'est très important parce que la crise n'est pas encore passée. On a vu qu'on a demandé aux populations justement de respecter les mesures barrières. La première d'entre elles étant se laver les mains, alors même que ces populations n'ont pas accès à l'eau potable. D'accord? Ils ont rendu obligatoire le port des masques sans en mettre à disposition des populations. Au moment où ils décident de limiter les déplacements, ils confinent, ils mettent la gratuité des transports. Dans le même temps, ils créent des foyers de contamination à travers les attroupements causés par la distribution des fameux kits alimentaires de la fameuse et fumeuse banque alimentaire. Et je vais finir par quand même le paroxysme du scandale, qui est l'absence de protocole et l'inhumation inhumaine du docteur Tanguy de Dieu Tchonchou, qui a attrapé la COVID-19, contracté la COVID-19 dans l'exercice de ses fonctions, en temps normal, dans un pays normal. Tout ceci aurait mené à la démission ou au limogeage du comité de pilotage de la riposte sanitaire. Mais au Gabon,
puisque c'est le règne de la kakistocratie, la promotion de l'incompétence avec son corollaire, la perpétuation du cycle de l'échec. Le porte-parole d'un tel copil se retrouve promu ministre de la Santé. C'est inacceptable. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir ce genre d'incongruité. Alors, très bien. Une fois cela dit, pour revenir sur la tribune, la question de l'eau. Vous savez, l'acte posé par le régime usurpateur qui est à la tête de notre pays est encore plus grave que l'accusation que je porte, et nous avons l'obligation de le dénoncer. Le Gabon a accumulé plus de 30 000 milliards de francs CFA de budget au cours des 10 dernières années, dont près de 20 000 milliards alloués aux investissements. Or, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la construction des écoles, des hôpitaux, des routes sont des investissements à la fois primaires et prioritaires pour un pays qui veut se développer et assurer le bien-être de ses populations. Alors, disposer d'autant de moyens et ne pas pouvoir satisfaire les besoins primaires de la population, comme l'accès à l'eau potable, relève tout simplement du choix manifeste de refuser le minimum au peuple pour satisfaire d'autres intérêts personnels, égoïstes et iniques. Et donc, j'assume, c'est volontairement que ce régime se plaît à laisser les Gabonais sans eau potable et sans le minimum vital. Alors, vous assumez, mais vous avez pourtant été l'un des chantres de ce régime, Madame Don, dès ses aurores. Argument qu'aiment à ressortir beaucoup de vos détracteurs. Que leur répondez-vous? Vous avez, vous, participé effectivement à la gestion de ce pays d'une certaine façon, parce que vous avez non seulement soutenu ce régime depuis le premier mandat du président Ali Bongo, mais aussi vous avez été dans l'administration du régime en place. Quelle réponse apportez-vous à vos détracteurs? Alors, il ne faut pas confondre être un fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire, quoique directrice générale adjointe de la promotion de la femme. À ce stade-là, on ne fait pas partie de ceux qui ont la décision politique. On est un exécutant, on est censé exécuter la politique avec les moyens qu'on vous donne. Ça, c'est de un. De deux, je n'ai pas été l'un des chantres de ce régime et certainement pas aux aurores. J'ai été membre des organes de base du Parti démocratique gabonais de 2012 à 2015 au sein de la Fédération de France, dans laquelle j'avais la charge de la section des femmes. Et donc, au sein de ce parti, mes principes et mes valeurs m'ont valu une énorme fronde et de nombreuses cabales, tant ma façon de faire les choses était aux antipodes de la philosophie, de la culture, des modes d'action et des idéaux de ce parti. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Gabon, pourquoi j'accuse, publié aux éditions L'Harmattan le 8 mars 2016. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils aillent lire dans ce livre parce que j'explique à mes compatriotes les raisons de mon adhésion au PDG, je répète encore, en 2012, et les raisons de ma démission, les raisons de ma démission en 2015, face à l'irresponsabilité et à l'inconséquence des dirigeants de ce parti, particulièrement dévastatrice sur la vie quotidienne des Gabonais. Et aussi, j'ai aussi dans Gabon, pourquoi j'accuse, dénoncé ce que j'ai vu dans le parti, comment est-ce qu'il fonctionne, parce que pour s'attaquer à un système, il faut le connaître. Et donc, je le décris de l'intérieur et je décris comment est-ce qu'on peut le vaincre. Il faut savoir ce qu'on combat. Je vois beaucoup qui disent, moi je n'ai jamais été au PDG, mais dans leurs agissements, ils agissent pire que ceux qui sont au PDG. Et donc, mon passage furtif au sein du Parti démocratique gabonais en France a achevé de me convaincre qu'il y a une condition sine qua non au redressement de notre pays, c'est le démantèlement du système Bongo-PDG. Personne ne peut me vendre désormais la thèse de l'entrisme, c'est-à-dire qu'il faut changer le système de l'intérieur, parce que ce régime est incapable de faire autrement de ce qu'il a fait jusqu'ici. Comme toutes les dictatures, ce régime ira en empirant et nous le voyons chaque jour. Et donc, parce que j'ai l'audace de mes convictions et le courage de mes actions,
j'ai décidé en âme et conscience de quitter ce parti après 3 ans de collaboration et j'ai choisi d'œuvrer non seulement pour dénoncer ce régime, mais aussi le vaincre et contribuer à la construction d'un Gabon riche, fort, prospère, un Eldorado pour tous ses fils et toutes ses filles. Donc, une nation qui, aux yeux du monde et les nations amies, sera Oui, digne beaucoup de gens, c'est vrai. C'est un acte de bravoure et de courage, et donc, il n'y a pas de raison à en avoir honte. Et je l'ai fait parce que c'était un devoir patriotique, et les présidents élus, André Baobab et Jean Ping, les anciens premiers ministres Casimir Oyemba, Jean-François Toutoumeman, Jean-Edé Gendong, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zoubandama, et bien d'autres compatriotes ont eu la même démarche. Et donc, de toutes nos forces et à l'unisson, nous devons combattre ce régime dictatorial. Et je vais saisir, permettez-moi, de saisir l'occasion de notre échange pour inviter tous les adhérents du PDG à ce sursaut patriotique. L'intérêt supérieur de la nation nous y oblige. Et il doit être placé au-dessus de toute autre considération. Ils doivent nous rejoindre et combattre ensemble la dictature et donner à notre pays la dignité et le rayonnement qu'il mérite. Madame Laurence, voilà ce que je voudrais leur répondre. Nous avons très bien compris. Nous allons nous arrêter là pour la première partie de cette émission. Nous allons vous retrouver derrière ce couloir publicitaire. Merci à tous ceux qui nous regardent. À tout de suite. Retour sur le plateau de Carnot-Politis. Je vous rappelle que Laurence Ndong est notre invitée. Nous parlons des questions politiques, économiques et sociales du Gabon. Madame Laurence Ndong, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous poursuivons notre bonhomme de chemin. Il nous reste la moitié du temps. Et j'aimerais savoir ce que vous auriez pu faire à la place du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques au Gabon, vous qui dénoncez la gestion de l'eau potable dans notre pays. Monsieur Atomo Mengue, les choses sont très simples. Il faut que l'argent du contribuable serve au projet de développement du Gabon et apporte le bien-être aux Gabonais. Les besoins sont exprimés, ils sont identifiés, les projets sont annoncés depuis des années. Allez regarder le plan stratégique Gabon émergent, eux-mêmes, c'est eux qui l'ont rédigé. L'argent et les financements sont disponibles chaque année, mais aucune réalisation n'est visible. Alors, les besoins, je propose que la prédation, la concussion, la corruption et les fausses factures s'arrêtent. Que les ressources de l'État soient utilisées conformément aux attentes socio-économiques et que les lois des finances, même si ces dernières ne reflètent jamais la réalité ni les priorités de nos compatriotes, soient enfin exécutées entièrement dans le strict respect des règles budgétaires. Les dépenses publiques doivent être effectuées selon les orientations budgétaires et sous le libre et rigoureux contrôle du Parlement et de la Cour des comptes. S'ils avaient fait ça depuis tout ce temps, les Gabonais auraient l'eau, ils auraient l'électricité, il y aurait des écoles, parce que tous non seulement ils ont... Et souvent, l'argent est même sorti du trésor public sans qu'aucune réalisation n'ait jamais vu le jour. Alors, qu'est-ce que le ministre de l'Énergie concrètement pourrait ou devrait faire pour essayer de réfréner cette situation, pour essayer d'apporter un plus aux populations? Dans le budget de chaque année, il y a une ligne budgétaire pour les investissements en matière d'infrastructure pour apporter de l'eau et l'électricité. Ces lignes budgétaires existent depuis des années. Depuis que ce ministère existe, il y a une ligne budgétaire pour les investissements. Comment se fait-il que cet argent n'a jamais servi ni à rénover, ni à étendre le réseau d'eau potable au Gabon? Je le dis, dans la facture que les Gabonais payent de la SEG, il y a un pourcentage qui est prélevé pour les mêmes investissements. Il y a une agence nationale de l'eau et de l'électricité. Il y a un conseil national de l'eau et de l'électricité. Il y a tellement de structures qui sont censées avoir des budgets pour fonctionner et faire en sorte que cette question d'eau potable soit résolue. Donc, c'est un problème, encore une fois, de gouvernance. C'est un problème de
priorités qui sont mal orientées et de détournement de deniers publics. Alors vous dites que parallèlement, il s'est développé un marché spéculatif de l'eau qui met quasiment la population à genoux et qui se ferait dans l'indifférence totale des autorités. Là encore, permettez-moi, c'est une accusation très grave. Comment pouvez-vous expliquer cela? Le Gabon consacre 10% de ses ressources budgétaires aux forces de défense et de sécurité. Les services de renseignement de la junte au pouvoir ne peuvent donc pas ignorer qu'il s'est développé depuis plusieurs années un marché spéculatif et informel de livraison d'eau aux particuliers. Nous savons tous que c'est la rareté et l'inaccessibilité de l'eau potable qui favorisent ce trafic. Alors, que fait l'État pour contribuer au renforcement de l'offre en eau potable de la SEG? On vient d'en parler. Que fait-il? C'est la SEG qui est détentrice de la délégation de services publics en la matière. Que fait l'État? Aujourd'hui, l'État a une énorme dette vis-à-vis de la SEG. Que fait l'État pour arrêter la spéculation et la surenchère? Que fait l'État pour sanctionner les contrevenants qui vendent illégalement le mètre cube d'eau à 15 000 francs CFA alors qu'il ne coûte que 470 francs au tarif de la SEG? Parlons des questions économiques à présent, Madame Don. D'un mot, comment vous voyez la situation économique du pays dans les prochains mois, voire dans les prochaines années? Au-delà du formalisme et des illusions de ressources présentées dans la loi des finances, les caisses de l'État gabonais sont vides. Et la dette publique est autour de 60% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que cette dette a été multipliée par 6 en 10 ans, sans aucune contribution au développement. Monsieur Atomo Mengue, on a vu le gouvernement gabonais emprunter 5 milliards pour acheter des masques. 5 milliards pour les masques, alors même qu'ils avaient fanfaronné qu'ils étaient prêts à gérer la crise de la COVID-19. Les entreprises au Gabon sont en difficulté du fait de l'incapacité de l'État, qui est le premier agent économique du pays, à honorer ses créances. Les investissements privés sont reportés du fait des difficultés et du manque de lisibilité des opérateurs économiques et la consommation des ménages est en chute à cause du chômage endémique et on observe la baisse du pouvoir d'achat. La structure de notre économie est très peu diversifiée et nos recettes budgétaires sont pour beaucoup tributaires des cours des matières premières, notamment du pétrole, dont le prix du baril connaît en ce moment une chute historique. Bon, à cela, il faut rajouter l'incapacité de ce régime à tenir ses engagements. Il faudrait simplement qu'il rembourse la dette intérieure parce que c'est le non-remboursement de cette dette intérieure qui coule nos PME. Donc, pour pouvoir soutenir l'investissement, maintenir et créer des emplois. Donc, voici la situation de notre pays. Et je vous le dis, on revient toujours à cette question de gouvernance. Parlons à présent d'autres questions sociales. Madame Laurence, dont nous avons assisté il y a quelques jours à une levée de bouclier d'une bonne partie de Gabonais qui dénonce la décision des 2 chambres du Parlement de dépénaliser l'homosexualité. En tant que femme politique, en tant que femme d'église, avez-vous une position tranchée sur la question? Et en tant que défenseur des droits de l'homme? En tant que femme d'église, je me réfère à la Bible. Et celle-ci proscrit évidemment l'homosexualité, tout comme elle proscrit l'adultère, tout comme elle proscrit le meurtre, tout comme elle proscrit le vol, tout comme elle proscrit les assassinats. Vous savez que le Gabon est quand même devenu la référence mondiale pour des crimes aussi horribles que ceux que l'on appelle les crimes rituels. Et ces crimes ont ceci de tellement odieux qu'ils consistent en ce que l'on dépèce vivant des êtres humains pour leur retirer des organes à des fins fétichistes. Dieu réprouve cela. Dieu réprouve le versement du sang innocent, que ce soit, quelle qu'en soit la raison. Et ce régime est assis sur le sang innocent des Gabonais versés lors de chaque élection volée, présidentielle volée. Ce régime est assis sur le sang des Gabonais qui meurent sur les routes par des accidents qui auraient
pu éviter, qui aurait pu être évité si seulement depuis des années, ils avaient fait le choix de construire nos routes plutôt que de voler cet argent. Ce régime est assis sur le sang des Gabonais qui meurent chaque jour dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments et que l'argent qui aurait dû servir à équiper les hôpitaux, à acheter les médicaments, a été détourné et est dans des comptes privés. Oui, en tant que femme d'église, Dieu réprouve toutes ces choses. Il n'y a pas que l'homosexualité. Et en tant que femme politique, je m'interroge sur la nécessité et l'urgence de légiférer sur ce sujet en pleine crise sanitaire et économique. Pourquoi prendre le risque de mettre sur la sellette ceux de nos compatriotes qui, bien qu'ayant une orientation sexuelle différente, vivaient jusqu'à présent paisiblement et sous le sceau de la tolérance collective? Alors, la volonté de dresser les Gabonais les uns contre les autres est claire. Nous devons donc rester vigilants et veiller à ne pas nous laisser distraire. Les manœuvres de ce régime pour détourner l'attention des populations de leur manquement, de leur incompétence, de leur inconséquence, de leur incapacité à répondre à leurs besoins sont transparentes à nos yeux. Alors non, nous ne leur tendrons pas le flanc pour entrer dans ce débat qui divise notre société. Parce que le problème n'est pas là. C'est simplement de la distraction. Qu'ils répondent aux besoins des Gabonais. C'est cela que nous attendons. Alors, le débat divise les populations, la population gabonaise. Je vous ai dit tantôt que vous étiez femme d'église, femme politique, mais il y a ce côté défenseur des droits de l'homme qui transparaît, qui est là, qui s'impose vis-à-vis de vous en tant que défenseur des droits de l'homme, parce que c'est aussi ça l'argument que présentent ceux qui ont pris la décision de légiférer sur cette question, la question de la défense des droits de l'homme, la question du respect des droits de l'homme, la question de la liberté de tout un chacun de choisir sa façon de vivre. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Le respect des droits humains passe aussi par le respect du droit de vote des populations. Quand on veut respecter les droits humains, on respecte les droits de tous les humains. On commence par respecter le droit de la population à choisir librement, à choisir et à démettre librement ses dirigeants. C'est aussi ça, les droits de l'homme. Alors, je vous le dis, un régime qui est assis sur le vol des élections, sur l'assassinat des populations, sur les détournements de fonds, est mal placé pour vouloir venir parler des droits humains. Cette défense des droits humains à géométrie variable. Je vous l'ai dit, les homosexuels au Gabon vivaient dans la tolérance collective. Et entre le moment où ils ont pénalisé et dépénalisé, personne n'est allé en prison. Par contre, il y a des prisonniers politiques, des hommes et des femmes qui sont en prison à cause de leurs opinions. Ça, c'est contre les droits de l'homme. Il y a des hommes et des femmes qui sont privés aujourd'hui de passeport en France, dans la diaspora, parce qu'ils ont dit non à ce régime. Ça, c'est contre les droits de l'homme. Et aujourd'hui, l'avenir des Gabonais est incertain. Se soigner est un droit dont ils privent les Gabonais. Avoir accès à l'électricité est un droit. Même pour les enfants, les loisirs sont un droit. Vous connaissez un centre de loisirs à Libreville? Ils n'en ont pas. L'éducation est un droit. Alors ces gens qui passent leur temps à violer les droits des Gabonais, qu'ils ne viennent pas dire que ce sont les droits des homosexuels qui les intéressent. Derrière chacun de leurs actes, il y a toujours un intérêt égoïste qui ne sert que cette dictature. Ils n'ont pas fait cela pour les homosexuels. Ils l'ont fait pour divertir les Gabonais, et c'est là-dessus que moi je continue d'attirer l'attention. Alors Madame Don, il y a d'autres dispositions du Code pénal qui ont aussi été modifiées à travers la loi 42/18 du 5 juillet 2019 portant Code pénal qui, cette loi a abrogé la loi 2163 du 31 mai 1963 portant Code pénal. Voyez-vous l'opportunité de ce toilettage? Parce qu'effectivement, il y avait aussi une sorte d'imbroglio dans l'ancien code pénal. Ça aussi, ça peut être vu comme une amélioration des conditions des populations dans, comment dire, la gestion des questions judiciaires. Ce n'est pas simplement sur des questions juridiques qui vont montrer un intérêt pour le peuple. C'est une manœuvre cynique et inique au service des intérêts obscurs du régime. Il n'y avait aucune demande sociale, aucune urgence sociétale, aucune opportunité politique ni juridique. Il y a une volonté au Gabon de personnifier la loi et donner quelques sucreries pour faire passer la pilule n'y changera rien.
Par essence, la loi est impersonnelle. Mais malheureusement, au Gabon, elle est taillée sur mesure pour les intérêts du régime. Et c'est un trait commun à toutes les dictatures. Elles ne brandissent la loi que lorsque celle-ci sert leurs intérêts. Et quand par inadvertance, ils n'ont pas réalisé que quelque part, elle ne servait pas leur intérêt, ils la modifient à leur convenance. Toutes les manipulations de la loi par ce régime visent un seul objectif, les maintenir au pouvoir. Le peuple gabonais n'a jamais fait partie de leurs préoccupations ni de leurs calculs. Alors nous ne sommes, je vous ai dit, leur démarche à nos yeux est transparente. Venir donner des petites sucreries ne changera pas. C'est comme un homme qui viole un enfant et qui derrière lui donne des bonbons ou une glace. Ça n'enlève pas le crime qu'il vient de commettre. Donc leur petite soi-disant sucrerie qu'ils veulent donner au peuple gabonais après l'avoir violé en volant le vote et en les assassinant de façon sauvage, ne nous feront pas oublier qui ils sont en réalité. Tout ce que nous attendons, c'est que ce régime soit mis à terre et que notre pays soit libéré de ces dictatures. Alors, puisqu'on parle de code pénal, qu'on parle d'abrogation de lois et d'instauration d'un certain nombre de lois, il y a cet article 267 qui constitue, semble-t-il, la pierre d'angle de l'abrogation de cette loi 21/63 du 31 mai 1963. Qu'en dites-vous? Le Gabon traverse une crise multidimensionnelle. Notre pays est géré par des scélérats. Ce sont eux-mêmes des bandits en col blanc. Ce que vous dites là, Madame Don, c'est ce qu'on a souvent entendu. Et vous savez, beaucoup de vos détracteurs, beaucoup de détracteurs de l'opposition disent que vous manquez d'arguments lorsque vous ramenez toujours le fait que nous sommes dirigés par un gouvernement qui ne tient pas la route. Nous avons des dirigeants qui font ci, nous avons des dirigeants qui font ça. Je pense qu'il serait bien de décortiquer et de faire des propositions. C'est ça que vos détracteurs vous demandent. Non, la situation au Gabon n'a pas changé. Les indicateurs sociaux sont toujours les mêmes. La notation du Gabon ne fait que se dégrader. La note souveraine du Gabon ne fait que se dégrader. Les indicateurs sociaux sont là pour dire que les choses ne changent pas. Ce n'est pas nous qui le disons. On ne va pas dire que les choses ont changé pour plaire à qui que ce soit. Nous avons un régime qui a volé les élections. Tant qu'ils sont en place, nous le leur rappellerons. Nous avons un régime qui maintient des hommes et des femmes politiques en prison de par leurs opinions. Nous allons le leur rappeler. Madame, est-ce que ça sert de le répéter à chaque fois? Par exemple, nous sommes dans une émission d'une 50aine de minutes. Vous avez répété cette phrase que vous venez de dire. Vous l'avez répétée 10, 15 fois. Est-ce que ça sert de le répéter à longueur d'émission au lieu d'avancer? Je le répète parce que toute la situation du Gabon nous ramène à cela. Tant que ce régime est là, notre pays ne se développe pas. Ça fait 52 ans du même régime, 10 ans du régime d'Ali Bongo. Regardez où est le Gabon. Regardez, les écoles sont par terre. Tout est par terre. Les hôpitaux sont par terre. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'accès à l'électricité. Il y a plus de délestage aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. L'eau potable est raréfiée. Elle est plus rare aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Vous pouvez trouver plus facilement du carburant à mettre dans votre voiture que de l'eau potable dans un robinet. C'est la situation du pays qui nous l'impose. Alors, on veut qu'on détourne l'attention des méfaits de ce régime pour dire autre chose. Non, tant que la situation sera celle-là, nous la décrirons. Maintenant, il y a un faux procès qui est fait à l'opposition. Ce n'est pas à nous de faire des propositions. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir sont là parce qu'ils ont dit qu'ils étaient capables de gérer. Ceux qui sont là, ils ont vendu un projet de société. Ils ont vendu des projets pour lesquels ils disposent du budget de l'État, pour lesquels ils endettent le pays. Donc, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous sommes là pour leur dire, vous vous êtes engagés à faire ceci. Vous avez volé l'élection parce que vous dites que vous voulez le bien du Gabon. Mais depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune école. Le ministre, encore n'a pas été capable de dire le nombre d'écoles qu'il a construites depuis qu'il est Premier ministre. Vous voulez que derrière nous, on dise quoi? Qu'on acclame? Non, je vous le dis. La condition sine qua non pour que le Gabon se développe, c'est qu'on le libère de la dictature.
Tant que cette dictature est là, vous aurez beau faire toutes les propositions que vous voulez. Le Gabon n'est pas à ce stade parce qu'il a manqué des propositions. Je vous l'ai dit, eux-mêmes, ils ont mis en place le plan stratégique Gabon émergent, dans lequel ils avaient prévu qu'à partir de l'année 2013, il y aurait 30 élèves par classe dans les établissements scolaires. Ouais, et pourtant, aujourd'hui, on en est encore à 100, 200. Ce n'est pas arrivé. Ce régime est un fabuleux échec. Ce n'est pas arrivé, effectivement. Nous devons le dégager de notre pays. Alors, Madame, en parlant du code pénal, vous savez, le maire de Libreville a été assigné en justice sur la base de l'article 327 après une saisine du procureur de la République par un concitoyen à propos de ce qu'il a tenu comme propos en juin dernier, laissant supposer qu'il mènerait une politique clientéliste au sein de l'institution qu'il dirige. Est-ce que là aussi, le fait que le procureur de la République ait pris ce dossier en main n'est pas un bon point pour les dirigeants actuels? Monsieur Zuéléandre a confirmé publiquement dans son intervention ce que tous les Gabonais savent. Cette pratique clientéliste est illégale et un des leviers d'action de ce régime dictatorial. Le mérite et l'égalité des Gabonais devant l'accès aux emplois publics sont des principes républicains. Mais ce régime a fait le choix d'ériger le trafic d'influence, l'intimidation, la tricherie, la tromperie et l'abus de pouvoir en mode de gouvernance. Dans un pays sérieux, vous me parlez du procureur, mais dans un pays sérieux, M. Zuéléandre devrait démissionner ou être démis de ses fonctions par le conseil municipal et faire l'objet de poursuites judiciaires à l'initiative du parquet de Libreville. L'article 237 que vous évoquez est assez clair. Et les faits ont été reconnus par le présumé coupable dans une communication publique. Depuis 1 an, des centaines de personnes ont été recrutées sous le sceau des emplois fictifs. Des emplois fictifs. Et pour des motifs électoralistes au profit du parti au pouvoir et du régime qu'il soutient. Il y a manifestement une infraction à la loi. Le plus grave. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Semblait ignorer que de telles pratiques sont formellement interdites par la loi. Et cet épisode nous édifie sur l'inconséquence, l'incompétence et l'irresponsabilité de ceux qui sont à la tête de nos institutions. Ou peut-être sur leur conviction et leur certitude d'impunité, tant ils se croient en terrain conquis au-dessus des lois et totalement intouchables. En fait, c'est la République bananière par excellence. Madame Don, il nous reste très peu de temps. Je souhaiterais que vous soyez plus précise et plus concise dans les réponses aux 3 prochaines questions parce qu'il nous reste très peu de temps. Je vous ai dit que nous avions que 52 minutes pour cette émission. Vous êtes très disert. 52 minutes pour 15 questions et 15 questions, 14 questions essentielles quand même. Questions essentielles. Donc, voilà. Oui. Il faut aussi aller à l'essentiel dans vos réponses, Madame Don. Si vous vous répétez, si vous nous ramenez toujours que nous sommes dans un gouvernement dictatorial, nous sommes dans ceci. Si vous ramenez ça, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer, Madame Don. C'est le problème fondamental du Gabon. Ah, ça, je vous le répéterai jusqu'à la fin. Bon, alors, on poursuit, Madame Don. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le pouvoir en place? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vous demande pas de vous répéter, mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur les activistes gabonais et sur le pouvoir au Gabon. Et après, quelles sont vos relations avec les figures de l'opposition actuelle? Je n'ai aucun rapport avec le pouvoir en place. Je lutte pour sa chute et son départ, sans condition et sans délai. Concernant les choses qui se disent sur les activistes, pour reprendre votre expression, qui a intérêt à entretenir ce genre de rumeurs? Qui a intérêt à discréditer les voix qui s'élèvent pour dénoncer ce régime comme nous le faisons? Vous l'avez dit, ça fait 1 heure que je vous répète que c'est une dictature. Et certainement, ils n'aiment pas entendre cela parce qu'ils veulent toujours agir à huis clos et se donner une image à l'extérieur. Alors, qui gagnerait à entretenir des rumeurs qui visent à décrédibiliser les voix qui portent encore l'espoir pour le peuple gabonais, les voix qui luttent pour la chute de ce régime et qui sensibilisent nos compatriotes sur la nécessité de continuer à résister? À qui ça profiterait? Il suffit de se poser la question pour savoir d'où viennent les rumeurs.
Et on trouvera la réponse. On ne tombe, leurs manœuvres sont transparentes pour nous. Alors, concernant les figures de l'opposition, nos relations sont diverses selon les personnes. J'ai des relations personnelles avec certains et avec d'autres, nous avons des collaborations au service de notre objectif commun qui est de libérer le Gabon de la dictature. Vous avez été porte-parole de Jean Ping en France. Est-ce que vous vous entretenez encore ces rapports politiques avec Jean Ping? On n'est pas porte-parole d'un candidat à une élection présidentielle à vie. C'est le temps d'une campagne. Et après l'élection présidentielle, l'équipe de campagne a laissé place à la coalition pour la nouvelle République qui, elle, a ses organes, à son fonctionnement et aujourd'hui à ses porte-paroles. Et nous ne sommes pas du genre à nous sédentariser à des fonctions. Nous avons un objectif commun, libérer le Gabon de la dictature. Vous avez dit en 2016, avec Jean Ping et beaucoup de figures de l'opposition, en gros avec toute l'opposition gabonaise, 2016 ne sera pas 2009. Ce slogan est-il toujours d'actualité à vos yeux, avec tout ce qu'il comporte comme corollaire? Serez-vous candidate en 2023, Madame Don? 2016 n'a pas été 2009. En ce sens que l'opposition était mieux rassemblée et que cela a produit un vote massif de plus de 60% en faveur de son candidat consensuel face à celui du régime. Ce dernier s'est vu contraint d'opérer un grossier montage en augmentant la population de la province du Haut-Ogooué, en massacrant froidement à l'arme lourde des populations désarmées et regroupées dans une concession privée au quartier général de Jean Ping, le vainqueur de l'élection. Et sans oublier la pression exercée sur ce régime depuis 4 ans maintenant par la résistance au Gabon et hors des frontières de notre pays. Alors, au sujet d'une éventuelle candidature en 2023, je pense qu'il y a de nombreux préalables à régler avant de songer à une élection présidentielle. Premièrement, qui dirigerait le Gabon jusqu'à cette date? Qui dirige le Gabon aujourd'hui? Le pouvoir usurpé est exercé par une régence et cela est une violation de la Constitution et un crime de haute trahison envers notre pays. Deuxièmement, je lutte pour la libération de mon pays, pour le respect de la souveraineté de son peuple, pour l'instauration d'une véritable démocratie, pour le respect de l'état de droit, des libertés fondamentales, pour l'égalité, pour le bien-être des Gabonais, pour le développement et le rayonnement du Gabon dans le monde. Ce sont mes priorités. Et troisièmement, il est nécessaire de rappeler que l'opposition gabonaise a fait la preuve, quelles que soient les époques et les modes de scrutin, de sa capacité à remporter les élections. Et donc, le principal enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de parvenir à la libération du Gabon et pas à gagner une élection ou d'y participer. Nous avons prouvé que nous sommes capables de le faire. Et donc, c'est à la faveur de la libération de notre pays que nous garantirons le respect de la souveraineté du peuple gabonais et de son expression dans les urnes. Et pour finir, nous devons tout faire pour que son mandat usurpé par la force des armes et par le sang versé de nos compatriotes innocents n'arrive pas à son terme. Nous avons l'obligation de vaincre la dictature avant l'échéance constitutionnelle de 2023. Par quel moyen? Par quel moyen? Avec le cycle infernal des coups d'État électoraux. Pour la dernière question, traditionnellement, lorsque nous avons notre invité en face de nous, nous lui tendons une enveloppe scellée qu'il ouvre et il découvre la question avant d'y répondre. Puisque nous sommes en vidéoconférence, vous êtes en France, je vais le préciser. Moi, je vais vous envoyer par texto cette question que j'ai déjà préparée sur mon téléphone portable. Je vous l'envoie tout de suite. Il vous appartiendra de la lire pour les téléspectateurs et d'y répondre. Alors, oui, j'ai mon téléphone à côté, puisque vous m'aviez prévenu que j'allais recevoir une question par téléphone. OK. Alors, la question est celle-ci. En acceptant en fin octobre 2019 de participer au sommet Russie-Afrique de Sochi, organisé par Vladimir Poutine, la bête noire des organisations de défense des droits de l'homme, vous aviez, semble-t-il, compromis l'image de défenseur des droits humains que vous avez pourtant si bien travaillé sur les réseaux sociaux et ailleurs jusque-là. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Rétrospectivement, le referiez-vous si c'était à refaire?
Nous parlons de relations entre nations. Il ne s'agit pas de discussions dans une cour de récréation, dans une cour d'école, de gamins qui se disputent. Est-ce que vous connaissez une démocratie au monde qui n'a pas de relations diplomatiques, économiques avec la Russie au motif que M. Poutine ne respecterait pas les droits de l'homme? Pour parler de notre cher pays, le Gabon est une dictature. Quelle est la démocratie dans le monde qui a refusé d'avoir des relations diplomatiques avec le Gabon, malgré toutes les violations de droits de l'homme, malgré les élections volées dans le sang? Quel était l'enjeu du sommet de Russie-Afrique? Est-ce que vous pensez que quand on est défenseur des droits de l'homme, on ne doit monter au créneau que lorsque ces droits sont bafoués? Ou bien nous devons être en amont, là où les choses se discutent, justement pour défendre ces droits de l'homme et poser les bases. Rappeler que ces droits doivent être respectés. Quel était l'enjeu du sommet Russie-Afrique? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, quel était l'enjeu du sommet Russie-Afrique? Il s'agissait de redéfinir le partenariat entre ces puissances géostratégiques et les pays du continent africain. Et j'ai fait le choix raisonné de me rendre en Russie, sur invitation, comme vous le dites, pour défendre l'idée que désormais, aucun partenariat avec l'Afrique ne doit se faire au détriment de la souveraineté des peuples. C'est mon combat. Et cette voix, je dois la faire entendre partout où il est question des intérêts des Africains, partout où il est question des intérêts du Gabon, je ferai entendre cette voix. S'il le faut, je défendrai ce positionnement devant le canon d'une arme. Je le défendrai devant n'importe qui. Et s'il faut aller à la Maison-Blanche pour le dire, j'irai. S'il faut aller en Chine pour leur dire que lorsque vous venez chez nous, vous devez nous respecter, je le ferai. Alors s'il faut aller au Kremlin, j'irai au Kremlin s'il le faut pour rappeler qu'aujourd'hui, aucun partenariat ne doit plus se tisser avec nos nations sans le respect de la souveraineté de nos peuples. Et ça a été le sens de mon discours à Sochi. Vous savez, quand on veut régler un problème, et ce sera mon mot de fin dans cette émission, quand on veut régler un problème, on le traite à la racine. Nous voulons parler des droits de l'homme. Les défenseurs de droits de l'homme ne peuvent pas continuer à se retrouver uniquement entre eux et lorsqu'on nous dit de venir défendre les droits de l'homme, justement devant ceux qui ne les respectent pas, on n'irait pas au motif que simplement discuter avec eux, leur donner notre point de vue, ce serait se corrompre. Et donc on les défend vis-à-vis de qui ces droits? Lorsque nous leur envoyons des communiqués, ce n'est pas une façon de leur parler et pourquoi ne pas le leur dire en face lorsqu'ils nous demandent de le faire? Alors, madame, pour finir sur le Gabon, oui? Justement, il faudrait peut-être être conséquente avec vous-même. Vous le dites, vous partez défendre les droits de l'homme devant des gens qui ne le respectent pas, qui ne les respectent pas. C'est clair, c'est normal, c'est important de pouvoir faire porter sa voix dans ce sens-là. Mais il faut être conséquente dans ce cas. Pourquoi ne pas discuter avec... Pourquoi refuseriez-vous de discuter avec des gens aujourd'hui dont vous taxez le régime de dictatorial? Vous défendez les droits de l'homme. Vous pouvez bien venir discuter avec ce régime-là pour essayer de trouver un modus vivendi. En 2009, l'indice de développement humain, le classement des pays par l'indice de développement humain, le Gabon était 103e. En 2018-2019, il est 115e. Ça veut dire qu'on a un recul de 12 places en 10 ans. Ça traduit bien qu'en 10 ans, le niveau de vie des Gabonais a baissé. Et comme je sais que ceux qui sont en face de nous, qui gèrent cette dictature, ont un seul objectif, se maintenir au pouvoir, négocier avec eux ne sert absolument à rien parce qu'ils veulent rester, ils sont prêts à rester au prix du sang. Or, pour que le Gabon se développe, ces gens doivent partir. Donc, nous sommes dans une situation où il n'y a pas moyen de discuter parce que nous devons tomber d'accord qu'ils doivent libérer le pays pour que nous puissions le prendre en main et le reconstruire. Alors, dans l'opposition, il y a des sons dissonants apparemment parce qu'il y en a dans l'opposition qui disent qu'il faut se retrouver autour d'une table pour discuter. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il ne faudrait pas se retrouver autour d'une table pour discuter. Dans l'opposition, déjà, on voit qu'il y a une sorte de cacophonie.
Pour terminer, parce que nous sommes à la fin. Ce n'est pas une cacophonie. Pourquoi vous voulez que au Gabon, l'opposition soit uniforme? Dans tous les pays, l'opposition est variée. Ce n'est pas parce qu'on a un point de vue divergent sur un sujet que l'on est fondamentalement divisé. C'est aussi ça la démocratie, avoir des points de vue différents en poursuivant le même objectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier. Je dis qu'est-ce qui est posé sur la table. On va discuter quoi? Si discuter, c'est les maintenir au pouvoir, je dis cette discussion n'a pas de raison d'être. C'est exactement ce que je dis. Mais nous pouvons nous parler. Mais ça dépend de sur quoi. Parce que je voulais démontrer à suffisance, ce régime a coulé le pays et la reconstruction de notre pays passe par le fait de libérer le pays de cette dictature. Et comme je vous l'ai dit, pour ce qui me concerne, j'ai l'audace de mes convictions, j'ai le courage de mes actes et j'irai jusqu'au bout de cette démarche qui consiste à se battre pour libérer le Gabon de cette dictature et arriver au respect de la souveraineté de son peuple. C'est la condition sine qua non pour que les choses changent en notre faveur, en faveur du peuple gabonais. Madame Do, on va bloquer ça comme étant vos mots de la fin, à moins que vous n'ayez quelque chose à préciser. Merci pour cette émission et je veux dire aux Gabonais qu'il faut qu'ils aient aussi l'audace de leurs convictions, le courage de leurs actions. Notre pays est à libérer. Nous n'avons pas de rancœur, nous n'avons pas d'aigreur, nous avons simplement mal qu'un pays aussi riche qui pourrait offrir à ses populations les meilleures conditions de vie ne soit pas capable de le faire parce qu'il est entre les mains de personnes inconséquentes, il est entre les mains des personnes qui ne comprennent pas les enjeux de développement, qui ne comprennent pas les enjeux de la planète aujourd'hui et qui n'œuvrent pas au positionnement stratégique de notre pays dans le concert des nations. Et c'est le sens de mon engagement, c'est le sens de mon combat aux côtés du peuple gabonais. Je suis de tout cœur avec vous et je vous le dis encore une fois, j'ai l'audace de mes convictions, j'ai le courage de mes actions, je ne lâcherai absolument rien et vous pouvez avoir cet espoir, nous vaincrons cette dictature parce qu'aucune dictature n'a jamais été éternelle et celle-ci est en fin de course et je vous assure, nous vaincrons. Madame Laurence Don, merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour ce numéro de Carnot Politis. Nous avons été très heureux de discuter avec vous autour des questions de politique, d'économie et de social concernant le Gabon. Merci encore une fois à vos équipes qui sont derrière vous. Merci à mes équipes ici aussi. Merci au restaurant Le Mandela Lounge qui nous reçoit ce soir, qui nous offre ce magnifique cadre global. Diffusion et Numérus vous remercie aussi d'avoir été nombreux à regarder cette émission. À tout prochainement.